c'est parti. Donc, voilà, bonjour à tous. Donc, pour ce webinaire, plancher en dalle pleine et renfort de poinçonnement. C'est un webinaire qui fait partie du cycle qu'on fait sur novembre-décembre à l'occasion de la sortie de la version 2021 également, qui s'appelle donc un cycle essentiellement sur notre gamme structure des logiciels CIP. Le cycle s'appelle donc renforcer votre productivité dans la conception et le calcul de structure. Aujourd'hui, donc voilà, le sujet, les planchers, ce matin à 10h. D'ailleurs, on aura cet après-midi à 14h les planchers à réticulaire ou à caisson. Ça, j'en parlerai. Je mettrai en lien en conversation de nouveau la landing page du cycle de webinaire pour ceux qui ne sont pas inscrits pour ce webinaire de cet après-midi. Je vais le montrer tout à l'heure. Donc justement, je suis avec Antonio qui animera cette session aujourd'hui avec moi et également cet après-midi. Bonjour Antonio. Bonjour, bonjour à tous. Antonio du département de support de CIP Alicante. Enchanté d'être avec vous et bien sûr, on va pouvoir voir toutes les possibilités et qui sont importantes pour gérer bien les planchers en dalle plein et surtout les renforts de fonctionnement. Voilà. Comment les gérer. Ouais, tu vas nous montrer ce que CIPCAD donc a dans le ventre là-dessus. Donc justement à ce propos-là, tu vas nous montrer donc le logiciel qui sera utilisé, ce sera CIPCAD. Hein, c'est dans cet outil-là qu'on va faire essentiellement ce type de calcul de plancher au sein d'un ouvrage global ou sur du partiel. Donc justement, donc on a commenté en fait que tu ferais donc une démonstration, la démonstration par la visite d'un projet préalablement modélisé. Hein. Le sujet aujourd'hui n'est pas tant de voir comment on modélise cela, sinon comment traiter, analyser, ferrailler et faire les sorties sur ces typologies d'ouvrages. Donc justement, une fois nous avoir fait prendre connaissance d'un ouvrage type que tu vas nous présenter, on verra donc le calcul, l'analyse des résultats au sein de CIPCAD, les sorties, plan récapitulatif, et puis ce sera tout parce qu'en fait ça va être déjà un programme assez vaste, quasiment. Je sais pas si ça va être presque une formation, on va voir. Enfin, tu vas nous montrer tout ça, Antonio, et je vais pas te faire perdre trop de temps parce que il y a beaucoup de choses à dire. Puis de toute façon, à la fin, on aménagera toujours un temps de questions-réponses à la fin de ce webinaire. Eh bien, c'est à peu près tout. Je vais te donner la main. Alors juste avant, comme je l'ai dit préalablement à la diffusion du webinaire, merci si vous avez des questions pendant le webinaire, allez-y, pendant tout le webinaire, il n'y a aucun problème. Faites-le via le module de chat, mais prenez soin, s'il vous plaît, d'écrire à tous les conférenciers et les participants, parce que comme ça, tous les participants voient les questions des autres, et quand on y répondra, du coup, vous saurez de quoi on parle. Voilà. Eh ben, écoute, Antonio, je vais te donner la main. Alors, je l'ai peut-être pas fait au préalable. Tu dois pas être bloqué. Je partage mon écran. Ouais, je sais pas si je t'ai donné la main pour l'instant. Je vais regarder. Non. Ouais. Ça marche. Je vais te le débloquer. Voilà. Regarde là, voir si tu as la main. Oui. Eh ben, c'est parti. On t'écoute. Oui, ok. Bon, on va travailler sur un ouvrage qui est déjà mis. Peut-être il est déjà connu par certains clients parce que on a déjà utilisé ça pour d'autres webinaires. C'est basiquement un bâtiment qui a un radier. Bon, si on veut bien crocher, on a des éléments structuraux qui sont là, mais ce n'est pas important pour le webinaire. Et donc, nous avons dans le premier niveau, nous avons un radier qu'on a mis, on va parler sur ça. Et sur les différents groupes, on a aussi mis des planchers dalles pleines, non? Comme on peut appeler. Et maintenant, on va fermer la vue 3.2. Je ne sais pas si ça me permet. OK. Et nous allons aller, par exemple, sur le niveau 1,
mais déjà, je vais essayer d'aller sur DAL vue pour essayer de ne pas embrouiller. Plus tard, on va revenir sur ça. On va parler des résultats. Mais avant de parler des résultats, nous allons parler un peu de l'entrée des données. Non? Si nous voyons que nous sommes dans Fondation, et ici, nous avons mis un radier. Dans le webinaire antérieur, on a parlé de la situation si on mettait des poutres de fondation au bord ou pas. C'est pour ça, dans ce modèle, on a changé. Au lieu de mettre des poutres de fondation, on a mis un chaînage non structurel pour délimiter les bords. Nous allons voir quelles conséquences va nous donner pour l'analyse des résultats. Pour vérifier un peu les données de... Avec plancher, gestion des planchers, déjà vous savez qu'avec données de plancher, nous pouvons faire un clic pour savoir les données principales qui ont été introduites, comme l'épaisseur et le module de réaction, qu'on a déjà aussi parlé dans le webinaire antérieur. Et on peut remarquer quelque chose qui est très intéressant, qu'une armature base a été attribuée automatiquement, comme vous voyez là, H12. Et comme vous voyez, cette armature base, il est attribué en fonction des ratios géométriques minimales qu'on a d'absorption. Plus tard, on va pouvoir voir ça. C'est déjà une différence. Comme on a dit, le webinaire va parler des types de dalles radiées ou dalles pleines. Nous sommes en train de voir en fondation, cette dalle-là est la façon de vérifier les données qui sont introduites. Si nous allons au premier niveau, nous allons voir une situation différente. Dans ce cas, toujours avec plancher, gestion de plancher, données de plancher, si nous faisons un clic, on voit par exemple que c'est une plancher dalle, ce n'est pas un radier, donc on ne va pas voir la contrainte du terrain ni le module de réaction. Et on va voir aussi que l'armature base, dans ce cas, n'a pas été attribuée. C'est-à-dire qu'on peut déjà tirer une conclusion, non? Pour les radiers, tout le temps, on va avoir une proposition d'une armature base. On appelle armature base une armature qu'on suppose qui est générée sur toute notre dalle. Par contre, dans les dalles pleines, on voit que les armatures bases ne sont pas générées. C'est-à-dire que le lycéen, si on n'a pas forcé une armature base, tous les renforts vont être donnés comme résultat. Mais on a la possibilité, si on veut améliorer la présentation des plans, attribuer une armature base. On va pouvoir le faire, bien sûr, avec plancher, attribuer armature base. Pour le moment, je suis en train de donner une description générale. Non? Donc, revenons, premier plancher, nous avons une dalle pleine, deuxième plancher, premier niveau, nous avons un radier, deuxième plancher, nous avons une dalle pleine, et suivant, successivement, on a aussi les dalles pleines. Bon, quand on a fait l'analyse, cet ouvrage, j'ai déjà calculé ça pour ne pas perdre le temps et analyser avec vous. Déjà, pour voir les résultats, quand nous allons dans résultats, nous allons commencer par exemple avec notre radier. Quand nous allons dans résultats, nous avons avec le menu dalle plancher réticulé la possibilité avec vue de voir les types des armatures que nous voulons gérer à la fois. Comme vous voyez, j'ai décroché armature de renfort. C'est pour ça qu'on ne voit pas aucune armature de renfort dans notre plan. Si on croche armature de renfort, le lycéen va vous montrer toutes les armatures. Pour le moment, je ne vais pas parler des armatures de renfort. Donc, je vais montrer seulement la possibilité de gérer les vues. Et là, il faut avoir clair que ce que nous voyons ici, ces vues des armatures, n'affectent pas la sortie des plans. On va voir que pour la sortie des plans, on va avoir une configuration différente. Ça permet seulement de pouvoir voir les armatures que nous voulons gérer sur place. Par exemple, si nous ne voulons pas voir les armatures de renfort, par contre, nous voulons voir les armatures de fort tranchant, on va accrocher cette option-là. Donc, nous voyons qu'il y a des outils qui vont nous permettre de voir les armatures. Avant d'entrer en matière avec les armatures, on va parler un peu de la réponse structurelle. C'est-à-dire que
Après le calcul, bien sûr, bon, si vous vous souvenez, dans le webinaire antérieur, on a déjà dit que dans plancher, gestion des planchers, quand nous trouvons le livre là, nous avons, par exemple, certaines vérifications minimales que nous devons réaliser sur les planchers, comme la flèche, le soulèvement, la contrainte et d'autres facteurs. Non? C'est un peu un résumé sur ça. Bon, avec résultat, nous pouvons, avec courbe, enveloppe, commencer par croire un peu sur quoi elle est basée la méthode de calcul du logicien. Et pour les radios, on va générer une maille de 25 cm où nous allons pouvoir voir les efforts sur tous les nœuds. Et pour le dimensionnement, on va faire un moyen par les 5 nœuds qui sont proches du point où nous voulons vérifier. Sur l'aide mémoire de calcul et mémoire de calcul, on parle long étendu sur ça. Mais déjà, vous voyez qu'il y a un modèle mathématique qui est basé le logicien pour faire ça. On peut aussi le voir avec courbe enveloppe, modèle analytique. Avec modèle analytique, nous pouvons voir cette maille qui est générée sur tous les groupes, les éléments bas ou les éléments finis qui vont être considérés pour la faire du mur. Un des avantages du logiciel CIP, la discrétisation est faite tout seul. Non, on ne peut pas réagir par rapport à ça. OK? Elle est faite de telle façon que les résultats de certaines vérifications, comme le fonctionnement, vont être faits en conséquence de cette discrétisation. Si nous revenons avec courbe enveloppe, nous pouvons aussi voir que, au lieu d'aller dans un modèle analytique, nous pouvons voir déformer pour voir les déplacements globaux de tout l'ouvrage, ou bien en forçant et la visualisation de notre dalle sur le modèle, en choisissant l'hypothèse que nous voulons, nous pouvons remarquer avec le diagramme de couleurs comment ça se déplace. Normalement, quand un ouvrage est bien fait, on ne va pas remarquer aucun des signes bizarres. Non? Si on a un déplacement qui est exagéré, premièrement, ici en bas, on va pouvoir voir une valeur qui ne correspond pas. Par exemple, 300 mm, dont on peut remarquer quel point de l'ouvrage a un déplacement très grand donc pour essayer de mettre plus de raideur dans ce point-là. Donc, cet outil-là va être important pour certaines analyses. Si nous revenons avec courbe enveloppe, et de la part de notre radier, ça peut être très intéressant de vérifier la contrainte excessive dans la dalle de fondation. Dans notre cas, ça vérifie. Donc, le logicien, d'une façon globale, il nous dit qu'il n'y a pas de problème. Mais nous pouvons faire un clic et superposer par rapport au maillage qu'on a déjà vu, le logicien va nous donner la contrainte de calcul que nous avons sur tous les points. Okay? Si nous revenons avec courbe enveloppe, aussi, nous devons vérifier le décollement. On voit qu'il n'y a pas de problème de décollement. Et toutes ces informations, ça peut se voir aussi avec isovaleur, une façon graphique de pouvoir voir, par exemple, la contrainte du terrain, comme on a déjà dit. Bon, même créer des notes en fonction, si on veut voir les isolignes ou on veut voir, par exemple, les isovaleurs sans les voir ou pas. On va revenir avec le résultat, donc tout est remarqué là. Nous avons aussi, avec courbe enveloppe, la possibilité de voir, par exemple, déplacement maximaux des poteaux ou d'une façon directe et en nous donnant des valeurs numériques, on peut vérifier le déplacement. Et dernièrement, on l'a utilisé pour vérifier un peu l'interaction du terrain sur notre fondation ou semelle. Non? C'est une manière plus directe de le voir. Donc, et on va un peu parler maintenant on a déjà un peu vu les éléments qui vont nous permettre de pouvoir savoir les valeurs numériques que le logicien va se baser pour faire le dimensionnement. Mais on peut aussi aller avec représenter ratio d'acier sur dalle réticulée. Cette fois-ci, on va choisir par exemple ratio supérieur-inférieur, longitudinal. Et quand nous faisons un clic, on va pouvoir voir cette valeur, bien sûr. Et ça nous montre les centimètres carrés par mètre en fonction de la hauteur que nous avons. Non? Si on met 1, on va pouvoir lire la valeur directement. Non? Mais peut-être l'échelle va permettre de nous voir dans cet alignement cette valeur.
Bon, ce sont des manières de croire un peu au résultat. On n'est pas forcé de parler par là. Nous avons aussi des déplacements maximaux sur nodal. On peut faire un clic pour pouvoir voir les valeurs numériques. Si on préfère de le faire d'une autre façon, avec isovaleur, nous avons plancher dalle réticulée, nous avons la possibilité de voir la valeur moyenne entre 2 points. Donc, si nous sommes en train de voir les ratios inférieurs dans la direction horizontale, nous pouvons choisir les 2 points et le logiciel va faire l'average, la moyenne entre ces 2 points et il va nous donner la valeur si nous voulons l'utiliser pour faire des vérifications manuelles. Si nous voulons, par exemple, par une bande que nous fixons de 2 mètres ou de 1 mètre, quand nous faisons, nous voyons que le logiciel nous donne ses efforts par rapport à la bande que nous avons choisie. De cette façon, nous pouvons avoir une idée du fonctionnement de notre... Bon, c'est peut-être des informations que dans certains cas, on va vouloir les avoir, non? Pour pouvoir faire des vérifications manuelles si on a besoin. Bon, ça, c'est un peu la possibilité de vous montrer la façon de vérifier et ce que j'appelle la réponse structurelle. Non? Si même on veut voir la descente de charge, on va faire ça de la même façon avec courbe enveloppe, on effort d'un poteau, on touche un poteau et on va pouvoir voir la descente de charge par rapport à les hypothèses que nous on a choisies, de poids propre ou de charge permanente, en fonction de, si nous voulons voir une combinaison, on choisit cette combinaison et on voit l'information. Non? Peut-être je n'ai pas fait un zoom pour comprendre un peu. Non? Comme l'effort normal, il va grossir à mesure qu'on descend. Bon. Et le logiciel est presque complet dans ce sens où nous pouvons vérifier toutes les informations dans la fenêtre. Mais avec ces résultats, qu'est-ce que le logiciel va faire? Bien sûr, il va faire le dimensionnement des armatures. Par exemple, nous sommes dans le radier. Déjà, on voit les armatures des renforts. Dans ce sens, les renforts de ponctionnement. Dans ce sens-là, je dois dire qu'il y a 2 méthodes qui coexistent dans le logiciel. Ça veut dire qu'on a une première méthode, on fait quand nous venons avec dans le résultat plancher et dalle plancher réticulé, nous allons sur ponctionnement. C'est ça qui dit ce texte-là, que je ne vais pas le lire. Et dans l'année 2015, on a ajouté une nouvelle méthode que nous appelons ponctionnement selon critères normatifs. Mais le lycéen, il avait déjà une méthode qui s'appelle méthode de contrainte tangentielle ponctuelle. Bon. Et en fin de compte, l'utilisateur doit savoir comprendre chacun de ces messages. Par exemple, comme j'ai fait un clic sur dalle plancher réticulé, le mot ponctionnement, ça fait référence à la deuxième méthodologie plastique. Ce n'est pas la première qu'on appelle des contraintes tangentiales. Donc, si on a déjà dit que le logiciel lance 2 méthodes de vérification de ponctionnement, et on doit savoir choisir quelle méthodologie nous intéresse et les bontés de chaque méthodologie. Je vais essayer de simplifier et parler de ça. Donc, l'ouvrage qui a été calculé, si nous venons dans calcul, rapport fin de calcul, vous vous souvenez, quand le calcul est fini, le logiciel donne cette information. Il y a quelque chose qu'il faut bien remarquer. Et au groupe 0, nous avons notre radier, et au groupe 4, le logiciel dit section avec renfort à l'effort tranchant en fonctionnement. Ici, et plus tard, dans le groupe 0, il vient et dit les porteurs P2, P1, P5, P6 ne valident pas un des renforts de fonctionnement. C'est déjà bizarre, non ça, mais il faut comprendre un peu l'évolution du logiciel. On a une méthode de contrainte tangentielle qui est plus générale, qui nous permet de vérifier le fonctionnement autour des éléments porteurs qui peuvent être même une poutre, un poteau, un mur ou un noyau.
Par contre, la deuxième méthodologie, comme elle est normative, elle utilise une méthode canonique simplifiée, seulement il va le faire par rapport au poteau et au noyau. Il ne va pas le faire autour des murs. C'est pour ça qu'on a ajouté, comme les deux méthodes se lancent, la première méthodologie de vérification du fonctionnement, il a vu que c'est nécessaire de faire des renforts et il a renforcé. Ce n'est pas un message qui est mal, ça veut dire seulement qu'il faut prendre la précaution plus tard de dessiner ces renforts. Donc, la première méthodologie nous a donné une solution. Par contre, la deuxième méthodologie a trouvé qu'il y a des poteaux qui ont des problèmes de fonctionnement parce que la deuxième méthodologie ne dimensionne pas. Ça veut dire quoi? Et les deux méthodologies vont coexister à la fois, mais on doit savoir faire les interprétations. Donc, si on a bien compris que les deux méthodes vont se lancer et on sait identifier les messages d'erreur de chacune des méthodologies, section avec renfort de l'effort tranchant fonctionnement, ça veut dire que c'est la première méthodologie qui a renforcé. Si en plus l'épaisseur de notre radier n'est pas suffisant, le logiciel va donner notre message que section insuffisante. Il va dessiner en rouge le contour. Par contre, si on a ce message-là, ça dit que ça a lancé la deuxième méthodologie de fonctionnement et ça ne vérifie pas parce qu'il y a, dans ce cas, le logiciel ne fait pas automatiquement le renfort. C'est pour ça, toujours la deuxième méthodologie ne va pas vérifier. Comment on va vérifier les résultats de la première méthodologie? Avec résultat, c'est très important dans dalle plancher réticulé vu. Vous voyez là, forcez le logiciel de vous montrer armature et renfort des tranchants. Donc, nous voyons que le logiciel il a mis des renforts et ces renforts, comme vous voyez, occupent presque la place de la poutre de fondation qu'on avait mis dans l'autre ouvrage. Et si on est d'accord avec cette méthodologie, on doit seulement faire la représentation de l'armature que nous voyons de cette façon. Et comment on va faire cette interprétation? Cette armature plus tard va sortir dans le plan des étages et avec la mémoire de calcul, si je ne me souviens pas, on m'a s'il vous plaît. J'en profite pour Oui. rappeler à ceux qui veulent poser des questions là, sur tout ce que tu nous montres là, ne pas hésiter à y aller sur le module de chat. Il y en a peut-être déjà. Ah, c'est là. Pour l'instant, on n'en a pas, donc on va a priori, tu vois, on va pouvoir finir le webinaire sans question. Ok. Dans la mémoire de calcul, on voit comment il faut faire un schéma pour interpréter les résultats que le logiciel va donner. Toutes ces possibilités, escalier, pattes, étrier, vont être valables pour montrer les armatures de fonctionnement de la première méthodologie. C'est là. Nous allons pouvoir avoir dans plancher dalle réticulée avec modifier des armatures de fort tranchant. Donc, on peut effacer une barre, par exemple, on peut ajouter. Donc, cette armature, c'est ce qui est nécessaire pour la première méthodologie. Bon, si maintenant on décide de ne pas mettre cette armature, sinon on veut le vérifier avec la deuxième méthodologie, c'est là qu'on doit venir avec plancher dalle réticulée, fonctionnement. Et quand nous venons là, le logiciel déjà nous montre les erreurs qu'il nous a déjà dit par rapport à cette deuxième méthodologie. On voit par exemple qu'on a des problèmes là peut-être l'option. Quel est, par exemple, l'avantage de la première méthodologie?
il fait automatiquement le dimensionnement. Il aborde le problème de fonctionnement d'une façon plus générale, dont il a plus de possibilités à résoudre. En contre, qu'est-ce qu'il a de mauvais? Il n'a pas une justification élue parce que c'est difficile de générer un info quand on fait les moyens entre les points. Non, ça se fait internement. Et il a seulement une typologie de renfort. Maintenant, on va parler de la deuxième méthodologie. La deuxième méthodologie, bon, son premier, peut-être son point faible, il utilise une méthode plastique dont seulement pour des cas canoniques qu'on peut faire autour des éléments porteurs réels. Et donc, on va pouvoir seulement le faire autour des poteaux, mais on ne va pas pouvoir le faire autour des bords des murs. Donc, la première méthodologie va nous donner un résultat. Déjà, vous voyez pourquoi les deux méthodes coexistent. Donc, pour résoudre le problème de fonctionnement avec la deuxième méthodologie, on est obligé, si nous venons avec vérification, on va remarquer que le logiciel ne fait pas le dimensionnement des armatures. Donc, on est forcé de générer des renforts. Et là, on va trouver le deuxième avantage. En plus de mettre des barres inclinées à 45, on peut mettre des armatures type poutre. Hein? Dans ce cas, on va créer une nouvelle entrée. La largeur de cette poutre virtuelle qu'on va mettre, par exemple, on va supposer 3,12. OK. Disposition, on va faire un design. Et nous allons espacement. Comme nous allons générer. Une fois on a généré l'armature, si on revient avec vérification, vous voyez maintenant, on voit un autre avantage. Cette note, comme elle est normative, le logiciel peut justifier la vérification élue de la façon que les normes le disent. Non, c'est un autre avantage. Donc, on va définir ça. Par contre, on va voir qu'il y a un nouveau plan des armatures qui doit être fait par rapport à ça. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a donné une solution sur ce poteau, sur le fonctionnement, mais maintenant, si vous vous souvenez, on a toujours les renforts de la première méthodologie. Si on ne veut pas les renforts de la première méthodologie, on veut faire ça de cette façon. Bon, pour ne pas superposer les maîtres, nous avons cette option, éliminer les armatures contraintes tangentiales. Si nous voulons l'appeler éliminer les armatures première méthodologie, ça nous sert pour comprendre le sien. Quand nous faites un clic là, pues nous n'avons plus les renforts de ça, non? Bon, il faut répéter cette opération sur tous les autres poteaux si nous voulons changer de typologie d'armature. Bon, comme vous voyez, ça nous donne plus de possibilités si on comprend que les deux méthodologies coexistent à la fois. Bon, et pour parler d'autre chose, plus tard, quand on va faire les plans, je vais essayer de me rappeler comment gérer un ou autre. Maintenant, si on revient sur l'entrée de poutre, comme on a déjà dit, vous vous souvenez, on est venu ici avec gestion, données de plancher. Nous faites un clic ici. Nous avons une armature base qui a été générée. On va comprendre comment le logicien gère les armatures. Les armatures longitudinales sont composées par 3 types d'armatures. Armature base, souvent, le logicien peut le générer, le cas des radiers. Souvent, l'utilisateur peut le générer sur un radier, mais ça doit être plus que le ratio minimal. Ou sur une dalle pleine, on peut générer les armatures bases. Et on va avoir des renforts. Les renforts seront les armatures additionnelles qui va nous faire que ça soit suffisant pour prendre les efforts qu'on a besoin. Mais on a une autre armature que nous appelons ici dans plancher armature prédéterminée. Ce sont
des rectangles, des armatures que nous pouvons mettre sur des points où nous croyons qu'il peut y avoir un renfort additionnel. Par exemple, si on dessine notre carré là, ici, pour renforcer ce qu'on vient de mettre, une armature prédéterminée. Une armature prédéterminée, une autre façon de l'appeler, c'est une armature base localisée. Localisée. Donc, le logicien, quand il fait le dimensionnement, si on a des armatures bases, il va le prendre en compte. Si là, on a des armatures prédéterminées, on va le prendre en compte. La différence va être mise comme renfort. Comme vous voyez, on a 3 escalons pour pouvoir gérer ça. Bon, je vais effacer cette armature prédéterminée qui n'est pas nécessaire, qui m'a seulement permis de parler de ça. Maintenant qu'on est conscient qu'on a 3 escalons, armature base, armature de renfort et armature prédéterminée, selon le cas, par exemple, l'armature prédéterminée n'est pas souvent très usée, donc on va rester avec l'armature base ou renfort. Comment le logicien va gérer les armatures bases? Quand nous venons ici dans résultat, pour bien voir ça clair, je vais revenir avec vue. Je vais essayer de ne pas montrer les armatures de fort tranchant et on va rester avec les armatures de renfort. Nous sommes avec les armatures de renfort. On va choisir par exemple les armatures prédéterminées. Comme on n'a pas mis, on ne veut pas les gérer. Longitudinal, par exemple, et on va voir ça inférieur. On accepte. Ça, c'est le résultat qu'on a eu du calcul. Comme vous voyez, et ça, on peut déjà demander. Et ce sont des renforts ou l'armature base? A priori, on va dire que ce sont des renforts. Si on a des doutes, on peut revenir avec ouvrage, données générales. Cette option que nous allons voir est très importante pour prendre un chemin ou autre ou pour gérer les armatures bases. Ça se trouve dans données générales. Nous avons acier. Si nous faisons un clic par position, nous venons sur type d'acier de bas et nous allons sur plancher. Nous venons sur option de dalle plancher réticulé. Je sais qu'il y a plein d'options là. J'essaie de parler des plus importants. Non? Si nous venons ici détailler l'armature base dans le plan, nous voyons que cette option-là va nous permettre d'utiliser, bon, je l'explique de cette façon, non? De suivre une ligne classique ou une ligne moderne. Une ligne classique veut dire qu'on a un dessinateur qui dessine tous les bas, et bien sûr, il est fâché, il ne veut pas dessiner tous les bas, il veut seulement mettre un texte avec l'armature générale, l'armature base, et dessiner seulement les renforts. Donc, et c'est le cas où on a décroché ça. Et la ligne moderne, c'est-à-dire on a une imprimante qui peut tout dessiner, donc on force le logicien de dessiner tout ce qui a été tenu en compte sans mettre aucun signe au bord du plan en indiquant les armatures basses. Donc, si nous venons maintenant, nous mettons détailler armature basse dans les dalles, on n'a pas le plancher réticulé, et on accepte. Il y a d'autres options là qu'on peut parler. Par exemple, on a déjà dit que les armatures bases pour le cas des radiers doivent vérifier les ratios géométriques minimales. Donc, c'est ça qui va être vérifié pour la proposition de l'armature base qui va être donnée. Et si nous revenons là, par exemple, vous savez qu'on utilise la méthode de Wood pour transformer les efforts que nous avons en eux pour les armatures de notre radier. Bien sûr, les efforts torsion, comment dire, la considération de l'armature de torsion, ça se prend ici. Il y a certains logiciels qui ne le font pas. Donc, si nous voulons avoir les mêmes résultats qu'eux, on peut le décrocher. Moi, je ne conseille pas faire ça. Non? Bon, il y a d'autres options là. On ne peut pas perdre le temps pour parler de ça. On termine. On accepte et on accepte. Bon, on peut recalculer l'ouvrage maintenant pour voir comment ça va affecter la modification. Mais on n'est pas obligé de le faire. On va profiter pour parler d'une option. Par exemple, égaliser des armatures. Si nous venons avec égaliser des armatures, ça va nous permettre, on doit faire l'effort de penser qu'on a déjà fait un calcul, on a dessiné les plans,
et l'ingénieur qui fait la révision avec son crayon, il essaye de dessiner les lignes des armatures qui peuvent être égales. Par exemple, si nous faisons la gestion, ça, ce sont des armatures longitudinales inférieures, et nous entrons une ligne d'égalisation. Par exemple, on va pouvoir égaliser cette armature avec celle-là. Si nous mettons une ligne d'égalisation avec bouton droit, nous forçons le logiciel de réarmer les dalles. Maintenant, on est surpris, non? Que du coup, on a plein des armatures qui se montrent. Mais en fin de compte, non, on n'a pas plein des armatures. Maintenant, on a obligé le logiciel de nous dessiner l'armature base. C'est pour ça qu'il le mélange avec le renfort. On ne va pas avoir aucune note dehors de notre plan qui nous indique les armatures bases parce qu'on a forcé le dessin. Avec ce schéma, on vient de voir deux options. Et comment affecte l'armature base si on veut le dessiner et comment on met une ligne d'égalisation. Par exemple, cette ligne d'égalisation, on n'est pas obligé de le mettre parce que si on fait l'égalisation, le logiciel fait l'égalisation par rapport au ratio maximal et la longitude maximale. Donc, c'est une option d'amélioration que l'on peut utiliser. Si on vient avec égaliser armature, nous pouvons effacer cette ligne que nous avons mis. Une fois on a effacé cette ligne-là, on peut forcer le logiciel de réarmer la dalle. Et là où on avait quitté le renfort, le logiciel, il a différencié pour donner une réaction minimale. Donc, c'est à l'utilisateur de prendre une décision s'il veut suivre la ligne classique. Donc, le logiciel ne dessine pas les armatures bases qui ont été introduites ou de façon automatique par le logiciel ou de façon directe par l'utilisateur. Sinon, ça, on peut le faire dans toutes les autres directions. Mais on va un peu parler plus des autres options. Laissez-moi aller au deuxième niveau. Nous sommes maintenant au deuxième niveau. Nous voyons que le logiciel est en train de montrer les armatures. Qu'est-ce qui se passe avec plancher dalle quand nous forçons au logiciel de nous montrer, par exemple, les renforts de la première méthode de ponctionnement? Vous voyez, le fait d'avoir des poutres retombées fait que le concept de ponctionnement n'existe pas parce que la bifurcation des charges va se faire par rapport à cet élément qui est plus rigide. Qu'est-ce qui se passe si nous touchons plancher réticulé ponctionnement? Vous voyez, cette méthode ne s'active pas parce que la méthodologie normative seulement il le fait quand il n'y a pas de poutre en retombée. C'est pour ça qu'on ne peut pas lancer la deuxième méthodologie dans cette situation. Non? Donc, on va revenir avec dalle plancher réticulé. Et maintenant, nous voyons qu'il y a une option en bas qui est très importante. Par exemple, nous pouvons enregistrer une copie de ferrage de tous les groupes. C'est-à-dire, le logiciel va l'enregistrer. Plus tard, si nous faisons les modifications et nous voulons le reprendre, seulement on doit venir là et récupérer la copie du ferrage. Ce n'est pas mon cas, mais ça peut nous servir. Par exemple, si nous allons refaire un recalcul, si nous allons faire un recalcul et on veut conserver les armatures qu'on a modifiées bien sûr par les commandes que nous allons voir maintenant. Par exemple, nous avons dans modifier armature, tout un arsenal de commandes qui vont nous permettre de le faire. Par exemple, nous pouvons modifier diamètre et espacement. Donc, nous avons cette option. Directement, on peut attaquer la barre en mettant ce que nous voulons ou on peut configurer un tableau où nous disons les numéros d'informations que nous allons pouvoir avoir. Que quand on a cette table-là qui est à côté. Par exemple, si nous avons H8, espacement 15. Si nous voulons, par exemple, H10, espacement 15, on choisit, on fait un clic et ça se change directement. On choisit, on met ça. Cette option-là,
on l'a pris de notre département de calcul que les dessinateurs, ils avaient besoin de cette option pour fixer quand on faisait le calcul par les méthodes virtuelles. Bon, ce sont des options qui sont là. Avec bouton droit, nous allons annuler. On va voir d'autres options, par exemple, déplacement de texte. Si nous ne voulons pas ce texte-là, on veut le montrer là parce que ça dérange ou ça se superpose, bon, seulement on le déplace et ça se fait, c'est une option. Nous avons par exemple modifié le paquet. Si nous faisons un clic, on fait un clic là, nous pouvons changer diamètre et longitude. Donc, nous avons presque toutes les possibilités. Si nous venons avec modifier, on a modifié bande de distribution. Celle-là, j'aime bien sûr, parce que ça me fait, par exemple, si je vais surdimensionner, par exemple, l'âge 10 et je vais l'étendre vers l'âge 8, hein, seulement je choisis et je l'estire. De cette façon, vous dire qu'il n'y a pas une vérification élue. Ce type de modification doit se faire de telle façon que les ratios ne sont pas inférieurs à celles qu'a proposé le logiciel. Sinon, nous sommes en train de créer un problème sur les armatures que nous sommes en train de fixer. Si nous revenons avec d'effet paquet, bon, c'est facile, modifier extrémité pour modifier l'extrémité de la barre. Nous avons entrée armature pour mettre des armatures sur un point que nous n'avons pas effacé. Bon, vous avez plein d'options là pour le modifier. Le plus important, peut-être, c'est modifier bande de distribution ou modifier paquet. Les autres sont triviales. Bon, et ça, ce sont les outils que nous disposons pour, bien sûr, faire la modification des armatures sur la dalle que nous voulons. Nous allons essayer de voir maintenant comment gérer les sorties, non, de ces plans. Donc, nous allons venir dans plan. Dans plan, normalement, on doit mettre dans la queue les informations que nous voulons. Avec plus, bon, nous allons choisir plan de niveau. Bon, on pouvait, bien sûr, pour améliorer ça, plan de coffrage. Mais pour faire bien le plan de coffrage, on doit s'assurer que dans l'entrée de poteau, avec introduction, on a mis des lignes de référence. On va mettre une ligne horizontale. La ligne de référence, en fin de compte, ça n'a rien à faire avec le calcul, mais ça permet d'améliorer les sorties. Donc, nous allons mettre une ligne de référence quelque part là, X, et une ligne verticale, Y. Si l'ouvrage est grand et on a besoin de mettre plusieurs lignes de référence, ça va être meilleur parce que le logiciel va tout référencier par rapport à la ligne de référence qui est proche. Avec cette information, on n'a pas besoin de recalculer l'ouvrage, ça va être tenu en compte. Nous revenons avec plan. Nous commençons avec plan de coffrage de tous les niveaux. Au plan de coffrage, ça permet seulement d'identifier les éléments, les références de portique et la distance entre le bord d'un trémie et l'extérieur. Bon, on accepte et maintenant on vient avec plan de niveau. Avec plan de niveau, nous allons choisir le plan de coffrage de 0 à 4. La configuration de ce plan de coffrage est fait de telle façon que si nous allons avec armature dalle, nous allons pouvoir voir que aucun renfort n'est montré. Vous voyez, si on a des armatures basses qui ne sont pas détaillées, le logiciel va mettre le texte armature basse comme texte additionnel. Par contre, il n'est pas obligé de montrer les renforts pour ne pas embrouiller ce plan. Si nous allons sur plancher, nous voyons qu'avec astuce, on a crochet armature de renfort de tranchant de la première méthodologie. Donc, avec ce plan que nous appelons, avec ce plan, non. Avec ce plan que nous appelons armature, oui, plan de niveau coffrage, nous allons pouvoir voir
et le plan des étages et les renforts de tranchants de la première méthodologie. Si par exemple, comme on a bien fait là, et on a mis des renforts dû à la deuxième méthodologie, on peut ajouter un plan spécial qui s'appelle renfort de fonctionnement. Ce renfort de fonctionnement seulement va en fonction de la deuxième méthodologie. On n'a pas besoin de tous les groupes. On sait qu'on a seulement fait ça sur le premier niveau, fondation. Fondation, OK, on accepte. Et maintenant, on va ajouter la représentation des autres plans. Par exemple, si nous allons sur le plan des niveaux, au lieu de coffrage, nous allons aller sur armature longitudinale inférieure, 0 à 4, OK, on accepte. Et on fait une copie 4 fois, on revient, on fait l'édition, transversale inférieure, on change, on fait l'édition, longitudinale supérieure et OK. Bon, déjà pour les pans de poutres, tout ça, c'est clair. Donc, maintenant, on va lancer ça. Accepter. Il y a quelque chose que j'aime bien quand on fait les armatures des dalles et montrer le nombre de barres dans les paquets. Par exemple, si nous revenons ici, vous voyez, avec le plan de coffrage, et le logicien va pouvoir montrer la référence automatiquement par des éléments par rapport à la ligne de référence qui est proche. Par rapport à ce plan de coffrage qu'on avait là, on va voir le dessin de renfort de fonctionnement qu'on avait mis. Et je crois que j'avais effacé ça, mais je n'ai pas enregistré. Bon, pas de problème. Et je cherche le plan. Ouais, le plan. Le plan de renfort de fonctionnement de la deuxième méthodologie que j'ai indiqué là. Et si nous revenons, maintenant, on peut voir, par exemple, n'importe quel plan. Par exemple, ça, c'est l'armature inférieure longitudinale. Comme vous voyez, le logiciel montre où on doit étendre ça. Peut-être on devait, au lieu de venir et mettre la première barre et la deuxième à un espacement de 15, moi, j'aime bien montrer le numéro de paquet. Donc, nous avons dans plancher et donc, pardon, je vais revenir dans résultat. Dans le plancher réticulé, nous venons dans vue. Numéro de barre dans paquet, on peut voir dans l'écran et dans le plan. Ici, déjà, on voit le numéro de barre qui va être étendu dans cette direction. Si on revient, on lance. Si nous faisons un zoom quelque part là, ouais, vous avez le nombre de barres et la direction. Si nous voulons la position, bon, ça se fait en gestionnant. Et ça, si nous éditons la configuration, armature dalle, nous avons avec position. On ajoute avec position. On aurait une information additionnelle pour positionner le rectangle, pour étendre les armatures qui sont groupées. Dans le cas où il faut les positionner, ah pardon, est longitudinal inférieur où j'ai fait la modification.
Dans ce cas, on voit la position. Quand il n'y a pas une référence additionnelle, non? Comme le cas. OK. Bon, pour un peu toucher un peu tout, et nous avons dans le récapitulatif, bien sûr, dans le ratio de l'ouvrage, nous avons les ratios des planchers dalles d'une façon condensée dans ce récapitulatif, mais si nous voulons des récapitulatifs des armatures de la dalle, bon, on peut le faire aussi en choisissant cette autre option pour voir un peu l'alignement, comment elle est gérée. Bon, cette façon de faire cette représentation, bien sûr, peut servir, mais je préfère bien celui de ratio. Et bien sûr, on peut parler plus, mais c'est pas Yves. Et il y a un point où tu parles, où j'insiste, où je Non, renforce. je pense qu'on a vu beaucoup de sujets. Ouais. Là, tu viens de montrer quelque chose qui est quand même une nouveauté de la 2021. C'était dans les récapitulatifs, là, les listes. Donc, c'est pas que pour les planchers, c'est en général, effectivement, cette présentation avec les récapitulatifs personnalisés. C'est ça, c'est une nouveauté, ça. Bon, je n'ai pas parlé trop de ça. Dans cette fenêtre, peut-être c'est bien de savoir que, dépendant de l'ouvrage, des éléments qui sont mis, tous les éléments qui sont introduits vont être en noir. Celui qui sont gris, c'est parce qu'ils ne sont pas mis. Ceux qui sont disponibles en fonction des éléments calculés. Ouais. Et on aura la possibilité, bien sûr, de voir ce qu'on veut dans cette fenêtre. Et bien sûr, et puis maintenant, il y a possibilité d'assembler son propre rapport, alors qu'avant, c'était que des rapports isolés, quoi. Exact. C'est intéressant, ça. Bah, ça fait partie des sujets qui ont été sortis en 2021. Je n'ai pas accès aux questions. Non, il y a... Eh bien, je vais te les dire, parce qu'il y en a quelques-unes. Alors, on y va. On a donc Thierry Potera. Bonjour Thierry, à 10h32, qui nous demande si la solution de renfort poutre peut-elle être optimisée automatiquement. Je pense c'est la solution de renfort poutre dans le module de poinçonnement, en fait. Donc, c'est quelque chose, effectivement, qu'on implante, on vérifie, mais il n'y a pas de dimensionnement. Non, donc, il faut faire, quand il y a une erreur dans la note de calcul, on identifie très très bien le problème dans la note de calcul parce qu'elle est très détaillée. Mais c'est à nous d'intervenir, c'est ça. Je peut-être demande si à l'avenir on peut mettre que le logiciel le génère automatiquement, mais non, est-ce qu'aujourd'hui c'est optimisé automatiquement? Non, c'est vérifié et on agit dessus, quoi. C'est ça. C'est ça. Ok. Peut-être on a répondu pendant que je faisais Tu l'as dit, oui, tu l'as dit. Mais... José Posso qui nous demande, bonjour José, à 10h42, pouvons-nous modifier le coefficient alpha d'encastrement pour obtenir une armature supérieure moins forte et une inférieure armature plus forte pour que nous puissions nous approcher des solutions classiques? Ok, bon. Sur les planchers, je pense, là. Oui, bon, dans ce point-là, on peut attaquer le sujet par 2 points. Non? Nous avons dans le plancher, données de plancher qui va nous permettre d'agir directement. Nous avons coefficient d'encastrement. C'est appliqué automatiquement sur tous les bords, mais par contre, si on veut faire comment on dit, la modification de façon sélective, on a dans le menu poutre, nous avons encastrement en extrémité de poutre. Non. Non, sur les bords de poutre. Poutre. Je crois que c'est dans les autres options maintenant. Oui, encastrement. Et là, on peut fixer 1, ça veut dire encastrement, et 0, c'est articulation. Bon, ça va dépendre de quel coefficient vous voulez mettre. Et vous attribuez, faites attention, il faut aller au bord de la poutre du côté que nous voulons pour l'attribuer. OK? Si nous voulons faire la consultation, bien sûr, on remarque que la seule poutre qui a été mise, c'est ce côté-là. Si nous revenons et on laisse 1 attribué,
C'est la façon que vous avez d'agir. Bien sûr, ça ne peut pas se faire automatiquement parce que c'est une décision du concepteur. Donc, et vous devez le faire de façon particulière. Okay? Par défaut, c'est encastré, mais bien entendu, c'est un encastrement qui n'est qui n'est pas total. En fait, si on est être encastré, si on arrive du plancher, on est encastré dans une poutre de 30 par 50 comme ici à l'écran, ou un mur béton de 16, ou un bord de plancher par un chaînage, ben en fait, finalement, on va être encastré à concurrence de la résistance de l'élément résistant, hein, de toute façon. OK. Par défaut. Et si on articule, ben on articule complètement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, j'espère, José, Thierry, qu'on a répondu à la question. José, de nouveau, et pour l'instant, on en est là. La flèche de plancher est calculée considérant uniquement la section du béton sans compter les armatures mises en place. Correct? Okay. Ça, c'est la première question. Oui, oui, correct. Et la flèche est-elle calculée en considérant la section fissurée? Non, la flèche est calculée avec une méthodologie comment dire, empirique, que plus tard on va parler. Donc, quand nous sommes dans résultat, bon, premièrement, on va laisser clair les choses, non? Avec aide, laissez-moi, avec calcul, rapport fin de calcul. Il y a un message qui est bien dit là. Le logiciel ne vérifie pas automatiquement les limites de flèche. Donc, il ne fait pas cette vérification. C'est à nous de le faire. Maintenant, vous demandez, et quand le logiciel fait le calcul de cette estimation de la flèche, nous ne le faisons pas avec la inertie fissurée. On suppose des coefficients qui peuvent prendre en compte cette considération. Donc, si nous venons d'un résultat, nous allons avec courbe enveloppe, nous touchons flèche entre deux points. Ça y est, nous devons savoir un peu si nous voulons faire la vérification des flèches séquentes ou tangentes. Quand nous faisons ça, le logiciel se base sur la flèche élastique qu'il a fait avec la inertie qu'il a considérée. Mais nous avons des coefficients empiriques qu'il faut mettre ici pour pouvoir déduire ce que nous appelons la flèche à long terme ou la flèche active. Si nous voulons, par exemple, savoir la flèche en long terme sur une dalle pleine, nous allons mettre le coefficient 3. Ces coefficients, où nous pouvons les avoir? Et on a dans notre fac, frequent ask question, nous avons un développement de comment on a abouti à cette conclusion. C'est seulement une manière empirique, non? C'est pour des conditions de charge qui sont habituelles pour la construction. C'est là où, pour l'intégrité, nous allons prendre pour une dalle pleine et une valeur de 3 en long terme, par exemple. Antonio, tu nous montres une fac en espagnol, je vais te condamner à la traduire en français pour dans les prochains jours. Hein. Bon, il y a des choses qu'on doit faire de temps en temps. Ouais, donc il y a des valeurs pour proposées par cette méthode pour que l'utilisateur l'utilise. Mais c'est une méthode empirique, on n'est pas en section fissurée. Ok, donc on a l'outil là qui va nous permettre de voir par exemple la valeur de la flèche et prendre une décision, par exemple à long terme, ou si nous voulons flèche active 2.5, dont le logiciel nous aide dans ce sens, non? Mais ce n'est pas un calcul exact pour tous les cas, c'est dans comment dire, scope, l'environnement du bâtiment. Suivant la configuration. Ouais. Okay. Et en plus, c'est à toi d'indiquer ce que tu considères, parce qu'en fait, qui dit flèche dit portée. Et en fait, si PCAD ignore le concept de portée, c'est bien toi qui dis que je veux vérifier de ce point A à ce point B la flèche. Donc en fait, ce que tu considères comme étant toi sensiblement la portée, quoi. Peut-être il faut venir ici pour rappeler pourquoi on limite les flèches. Non? Quand on limite les flèches, il y a trois raisons très importantes.
pour sauvegarder les éléments non structuraux qui vont être construits sur ça. Oui. On doit essayer de ne pas avoir une flèche qui est plus que celui qui peut être toléré par l'élément constructif, dont on appelle intégrité. Donc, Oui. on va Les vérifier fissures la dans les flèche cloisons. Oui. Voilà. Et l'autre raison pour limiter la flèche, c'est quelque chose d'esthétique, non? Visuellement, on doit voir que ça ne combe pas de telle façon que ça dérange. Et la troisième, c'est la commodité, non? On ne peut pas dessiner une espèce de plancher que quand on est en train de piétiner, ça commence à vibrer, non? Donc, on doit limiter dans ce cas l'hypothèse de la surcharge d'exploitation, non? Donc, ça dépend de l'usage aussi, non? Et en plus, si nous sommes en train de parler dans une dalle pleine qui peut travailler dans n'importe quel sens, donc la vérification des flèches consiste de faire plusieurs rayons pour voir quel est le pire. Donc, ici, c'est bien clair, non, que ça va être dans ce sens. Mais normalement, un plancher dalle, ça s'utilise quand on a les poteaux qui sont distribués pas de façon irrégulière, qui sont distribués de façon irrégulière. C'est pour ça nous devons faire les différents rayons pour savoir quel est le pire. OK. Ce n'est qu'un élément, un utile qui va nous aider, non, dans ce sens. On a une autre question et je vais pour cela partager mon écran. Ah, ouais, si je partage. Hop. Ouais. Et voilà. Donc une question qui où on nous je vais mettre ma vidéo parce que toi tu as la tienne. Donc on a toujours José Posso qui nous demande comment pouvons-nous simuler des planchers pleins unidirectionnels. Alors il faut déjà voir qu'un plancher en dalle béton armé donc il y a une armature dans les deux directions de toute façon, hein, une armature on va dire principale, une armature secondaire. Dire qu'il est unidirectionnel, c'est déjà un peu conceptuel. Alors je m'attendais un peu à cette question et du coup j'ai préparé un petit projet où j'ai fait simplement, alors c'est contrairement au projet de Antonio, c'est simplement un projet avec des appuis et une dalle de 20 cm, donc c'est des appuis type muret, c'est-à-dire c'est un appui articulé avec un plancher béton. Donc ça, directement sur 4 côtés comme ça, clairement, on va avoir un fonctionnement. Yves, si tu me laisses, je complète seulement quelque chose. Comme vous Oui. voyez, non seulement on peut faire un bâtiment complet, on a des outils qui nous permettent de créer des appuis, non? Que peut-être ça va être important dans des cas didactiques comme celui-là, non? Voilà, de faire une modélisation partielle du bâtiment. On n'est pas obligé de modéliser un bâtiment complet pour calculer juste un plancher si on a envie. Donc c'est ce que j'ai fait. Alors du coup, voilà, on voit la déformée de ce plancher-là. Donc là, il repose bien sur ses 4 côtés. Mais ce même plancher, finalement, je l'ai fait après ici, toujours sur 4 côtés, mais avec un côté plus long. Bah, tout de suite, on va retrouver un affaissement. Là, ici, on est à un maximum de moins 0,7 mm. Alors pour c'est le cas uniquement poids propre. C'est la même portée, disons conceptuellement parlant, mais tout de suite, on a une déformée supérieure. Bah, parce qu'en fait, on est toujours sur 4 côtés, mais dans la grande distance, c'est plus distant. Et puis, en fait, si on pourrait dire comment modéliser un plancher plein unidirectionnel, ce serait comme ça, c'est-à-dire des appuis mûrs de chaque côté, et puis des bords limites de plancher de type chaînage non structurel. Et là, oui, là ça porte complètement, et on le voit au niveau de la flèche, ça porte complètement dans ce sens. Et dans l'autre sens, il y a pour ainsi dire pas de déformé. D'accord? Alors que ici, par exemple, je vais trouver des déformés. Je vais trouver des déformés dans un sens et des déformés dans l'autre sens. Donc en fait, c'est pas un ordre qu'on donne au logiciel de considérer un plancher comme unidirectionnel, sinon que ça dépend de la raideur des appuis, en fait. La rigidité des éléments, des appuis non seulement, aussi de la morphologie externe et de la dalle aussi. C'est la raideur de tous les éléments qui sont... C'est ça. Et du coup, j'ai complété toujours cet exemple-là en faisant, là, c'était que sur voilà, une seule travée, on va dire. Mais en fait, j'ai fait tous les mêmes cas de figure après avec de l'hyperstaticité avec deux planchers. Et là, tout d'un coup, on va voir tout de suite que ce même plancher-là, mais dupliqué avec une prise en compte d'hyperstaticité, il va avoir forcément la tendance à moins
à moins se déformer du fait de l'hyperstaticité entre les deux planchers. Et qu'on constate d'ailleurs autant sur les déformés que sur les les ratios d'acier qui sont sollicités sur ce plancher-là, quoi. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre enfin comme question? Comment bien modéliser les bandes noyées pour qu'elles participent au dimensionnement des armatures de plancher? Une bande noyée, c'est tout simplement par une poutre plate. Dans les poutres plates, on va trouver ça et en fait, on indique une largeur de poutre et tout d'un coup, finalement, c'est une zone de plancher où on n'aura plus du plancher, mais un élément poutre avec sa cage de ferraillage correspondante. Et on peut faire ça avec ça, notamment des chevêtres, des choses comme ce ça. qu'on a fait aussi avec le poutre de fondation dans le premier cas, non? Le premier webinaire. Ouais. Voilà. Donc voilà, bah oui, donc c'était ça, c'était pour montrer un petit exemple. Mais en fait, effectivement, ce qui est à identifier, c'est que le logiciel, là, on était sur des cas de figure orthogonaux, mais le logiciel, il a surtout cette grande capacité à traiter un plancher, quelle que soit sa géométrie. Donc c'est quand même ce qui est très intéressant à identifier. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je regarde ça. Hop, pas ça, non, pardon. Alors, sur... j'enlève mon image, comme ça, tu as plus d'espace, non? On va pouvoir conclure, je pense, de toute façon. Enfin, je regarde s'il y a d'autres questions. Ah si, il y a d'autres questions. Tiens, regardez, voilà, ça, c'était juste pour montrer avec, comment dire, avec la déformée de ces différents types de planchers que j'ai pu modéliser. Par exemple, surcharge d'exploitation, bon, c'est déjà 5 mm, c'est bon. Oui. Okay. J'en ai pas mis sur celui-là, j'ai dû mettre que de la charge permanente, je crois. Ok. Bon, bref. Et on voit du coup vraiment tous ces planchers-là qui vont avoir chacun son comportement en fonction de la raideur des appuis, en fait, quoi. Le pire étant ce fameux plancher unidirectionnel, mais ça existe finalement assez rarement, hein, ce concept-là. Alors, peut-on récupérer une non, José Posso qui me demande sur la superposition des treillis soudés, quel est le recouvrement minimum que nous devons respecter? Alors ça, effectivement, c'est des sujets qui sont définis dans les Eurocodes et notamment plutôt dans les guides. Dans les guides ADETS, dans les guides ADETS, par exemple, on va trouver, voilà, je crois que c'est les deux recouvrements entre panneaux de soudure de deux points de soudure pour un recouvrement entre panneaux. Après, ça, c'est un sujet constructif qui est à respecter dans les plans. Donc, SACIP4 ne propose pas ce type de plan. Il propose la résolution du calcul avec des treillis soudés, mais c'est une simulation. Et après, si on veut un plan, c'est pas quelque chose que propose CP4, ça, là-dessus. Peut-on récupérer une nomenclature globale du ferraillage par niveau? Je dirais que oui, Antonio. Récupérer une nomenclature globale du ferraillage par niveau. Peut-être que c'est un maîtret associé, peut-être, Thierry, vous voulez dire? Ah, ok. Bon, dans ce cas, oui. Ça, oui. Je vais reprendre et compartir pantalla un moment. Vas-y. J'arrête. Et je suis dans CP4. OK. Bon, au niveau des plans, ça se fait déjà, non? Mais si nous voulons faire, par exemple, les ratios, comment dire, ratio de l'ouvrage. Avant, j'ai fait uniquement total de l'ouvrage, mais nous pouvons faire par groupe, par exemple. Donc, nous avons fondation, nous avons dalle fondation, c'est là, surface, volume, bas, au niveau 1. Attends, on voit pas ton écran là, par contre. Anthony. Tu vois maintenant? Non. Tu ne vois plus mon écran? Non. Je vais faire... Je vois rien. Je vois Antonio Martinez. Peut-être je n'ai pas partagé. Il faut que tu cliques sur le bouton vert, partager l'écran, et que tu choisisses un écran. Oui, pardon.
Pas de Je souci. suis arrivé là, pardon. Maintenant, je suis allé très vite. Bon, on va aller dans ratio de l'ouvrage. Cette fois-ci, je vais choisir par groupe, OK? Avant, je l'ai fait uniquement total de l'ouvrage. Et je vois maintenant, OK. Donc, nous avons, par exemple, par groupe fondation, nous avons DAL fondation, vous voyez, surface, volume, barre. Si nous allons au niveau 1, nous avons des informations. Donc, nous pouvons avoir les informations par le niveau que nous voulons. Il n'y a aucun problème dans ce sens. OK? Oui? Yves? Oui, ok, pardon, j'ai le micro qui était. OK, c'est. Eh ben écoute, merci beaucoup Antonio. Oui. José Posso qui nous demande un sujet, donc de trouver des résultats forts au niveau de la nappe supérieure dans les planchers. Pouvons-nous ignorer les armatures supérieures pour appliquer un TS anti-fissuration? Vous parlez d'un treillis soudé anti-fissuration. Moi, je vous invite à ce qu'on creuse plus loin en support technique, José. Je reprends juste la main pour conclure. Ça va être très rapide, Antonio. Donc, tout d'abord, pour vous dire merci. Voilà. Des questions en support technique pour les utilisateurs, mais aussi pour les prospects. On les oriente sur des doutes sur nos fonctionnalités. Les utilisateurs support.france@cip.com, les utilisateurs francophones à l'international, support@cip.fr. Vous trouverez très certainement parfois, à échanger avec Antonio notamment. Et puis, donc je l'ai indiqué au début du webinaire. Donc, on est dans le cycle renforcer votre productivité dans la conception et le calcul de structure. Sur la landing page que je vais vous mettre en commentaire, on a déjà les replays des précédents webinaires. Celui-là, c'était celui d'aujourd'hui. Vous l'aurez bientôt en replay. Cet après-midi, Antonio remet le couvert. Et là, sur une spécialité de CP4, les planchers à caisson ou réticulaires. Et puis, il y en a plein d'autres à découvrir. On vous met ça en commentaire et on vous remercie. Merci à tous. Merci Antonio. Yves. Merci aux participants. À la prochaine. Allez, au revoir à tous. Au revoir.